Nous sommes tous un, malgré nos divergences de vues, d'opinion. La RDC a besoin de vous. Vous voulez parler du Congo, fixer ses objectifs. Prenez donc rendez-vous ici, sur Baraka Télévision, tous les dimanches, à partir des 20h juste, dans votre magazine, Le Congo d'abord. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand numéro, le premier d'ailleurs, ici sur Baraka Télévision, de Les Congo d'abord. Votre mission sociopolitique qui reçoit tous les acteurs politiques et culturels et sociaux également pour parler de l'intérêt du Congo. Ici, nous voulons mettre en exergue et en avant tout ce qui concerne le Congo pour enfin ressortir l'idée maîtresse, celui d'un bonheur parfait pour un Congo prospère et émergent dans les années à venir. Et pour parler aujourd'hui, nous avons reçu un chevronné de la politique. Il n'est plus à présenter, c'est M. Olenga Nkoyi qui est en même temps président du FONUS. Mesdames et messieurs, on s'en va pour lui dire bonjour et commencer cette grande émission. Congo, Congo Ndemboka. Je le disais dans mon annonce qu'il n'est plus à présenter. J'ai devant moi M. Olenga Nkoyi, président du FONUS. Je vous dis bonjour M. Olenga Nkoyi. Bonjour. Monsieur Olenga Nkoyi, vous n'êtes plus à présenter, je le précise encore une fois. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans l'opposition politique congolaise. Et aujourd'hui, on dit que être dans l'opposition commence à être pour vous un mode de vie. Non, mais vous savez, de toute façon, notre politique a un idéal. Tout ce qu'on fait sur la terre des hommes ici, il faut baser cela par un idéal. Et je crois que l'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. Et si on ne s'est pas préparé dans une opposition, il vous serait très difficile de gérer un État. La preuve, vous voyez le régime de Laurent Désiré Kabila, suivi par Joseph Kabila. On est dans la débandade totale. Pourquoi? Ce sont des gens qui n'ont jamais été préparés dans une opposition démocratique. Faire une rébellion, c'est une chose. Gérer un État, c'est un autre. Et je crois que je fais la bonne école. Mais rester dans l'opposition, ne pas bouger de l'opposition. C'est ce qu'il dit, croyez-moi, il a ses défauts, il a des qualités, mais moi j'ai pris le meilleur côté de la personne. Et je suis bien formé, très bien formé, pour défendre les intérêts du pays, pour gérer le pays et avoir une vision du Congo. Je ne vais pas vous contredire dans votre parole, mais rester dans l'opposition pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas aujourd'hui une lourde charge à porter? François Mitterrand, il a fait combien d'années dans l'opposition? Il a fini par être président. Je peux vous dire, Alpha Condé, l'actuel président du Guinée, Conakry, il a fait combien de temps? 30 ans. Il est aujourd'hui le président de la République. Je peux vous citer l'actuel président élu de Nigeria. Il a fait combien de temps? Il a fait 20 ans. Il est aujourd'hui président de la République. Et je pense que l'opposition est l'antichambre du pouvoir. C'est le lieu, je dis bien de l'opposition démocratique, c'est le lieu par excellence pour la préparation d'un homme d'État. Qu'est-ce qu'on entend par un homme d'État? Un homme d'État, c'est celui qui surmonte ses intérêts personnels pour l'intérêt du pays. Et qu'est-ce qu'on entend par un homme politique? L'homme politique se prépare à devenir homme d'État. Et je pense que c'est en état dans cette opposition positive qu'on peut devenir un homme d'État et gérer le futur de la République. Monsieur Olenga Nkoyi, la preuve est que tous ceux qui n'ont pas passé par une école quelconque, aujourd'hui, ils ont la difficulté d'abord de comprendre ce que c'est un État. Ensuite, de comprendre qu'est-ce qu'on entend par un peuple. Et un pays, c'est quoi? Et on est dans ces difficultés. Parce que gérer le pays, c'est connaître la diversité culturelle de son peuple. Mais quand on est dans la difficulté de connaître la diversité culturelle de son peuple, ça veut dire quoi? Connaître le pays, ça, il le faut. Olenga Nkoyi connaît le Congo. Eh bien, il faut connaître son peuple. Je connais la diversité culturelle de tous les Congolais. Nous sommes un pays entouré avec plus ou moins, il y a quelques temps, on avait 9 États. Et nous avons le même peuple qui fait à cheval parfois d'un côté comme l'autre. Aujourd'hui, avec la création du Soudan du Sud, on a pratiquement entouré de 9 États. Et je connais la diversité culturelle de ce peuple. Je connais qu'est-ce qu'ils veulent les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent de nous et qu'est-ce qu'ils espèrent de nous. Je comprends quand vous dites diversité culturelle, on voit d'ailleurs sur votre table les anciens souvenirs du vieux léopard. On voit que vous aviez été dans une école. L'armoirie du Congo, c'est le léopard. Et je respecte beaucoup mon pays. Je dois avoir tous les désignes. J'ai les léopards comme l'armoirie du Congo. J'ai les drapeaux comme le symbole de l'unité.
Je ne vous contredis pas. Je disais seulement, M. Lengankoy, vous avez combattu le régime de Mobutu, ce qui est légitime et logique aussi. Aujourd'hui, que reprochez-vous au régime actuel? Au régime de Kabila. Oui. Mais c'est le Mobutisme sans Mobutu. Vous savez ce que c'est le Mobutisme sans Mobutu? C'est-à-dire le kabylisme et le Mobutisme sont deux frères jumeaux. Ils ont juste l'emballage. C'est comme le Coca et le Pepsi. C'est juste l'emballage qui les différencie. Le kabylisme aujourd'hui n'inspire qu'avec l'inspiration des idées de Mobutisme. Qu'est-ce que Mobutu a fait? À une certaine époque, fausse commune. Ça, c'était les idées des projets de Mobutu. Tout ce que tu vois, les gens défiler dans les morgues pour aller défendre, plonger la population dans l'opium, les mentir. Mais c'est ça le Mobutisme. Vous oubliez de l'école Makanda Kaboubi. Mais cette école symbolisait quoi? Mais symbolisait ce que les acteurs font aujourd'hui. On fait des fausses communes, on brise la loi à la matière, et puis on atterre les gens. Et on tue, on atterre, mais c'est ça le Mobutisme. En fait, le kabylisme, c'est le Mobutisme. Alors moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut parler de Mobutu sans Kabila, parler de Kabila sans Mobutu. C'est impossible. Mais faites-vous une guerre aux personnes au lieu de faire une guerre à un régime? Le kabylisme, c'est tout un système en fait. Hein. Le kabylisme, c'est tout un système. Je parle de Mobutisme. Le Mobutisme, c'est un système. C'est comme un chariot de monorail. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire, c'est un régime décrié par la population. C'est un régime qui ne donne pas rendez-vous à l'inspiration de l'ensemble de notre peuple. Alors que, si vous voulez que je dise que tout est bien, comme on nous a fait montrer il y a quelques temps ici, que nous descendons tous dans un TGV, que je dise que non, il y a des TGV maintenant qui font ça, mais tout le monde va me trouver des menteurs. Les TGV qu'on a vus dans les tableaux à travers la ville, il n'y a personne qui les a vus en nature comme ça. Ça n'existe pas. Alors moi, je n'entrerai pas dans ce royaume de démagogie. Alors j'ai dit non. Et je crois que c'est par là que notre peuple aujourd'hui a décrié le régime. Ils n'en veulent plus. Les Congolais n'en veulent plus du régime de M. Kabila. Ils n'en veulent plus. Ils en ont marre. 15 ans, c'est beaucoup à la tête d'un pays. 15 ans, faire croire aux Congolais qu'il y a un autre rêve. Moi, je crois que ces rêves, il est loin d'être une réalité. Et c'est ça le kabilisme. Les rêves de la démocratie, les rêves des élections, est-ce que nous sommes encore loin de ce rêve-là? La démocratie, nous l'avons obtenue au prix de la souffrance de notre peuple. Vous le savez bien, avec le régime de Mobutu, on était déjà dans un processus très lointain dans la démocratie. Il est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au temps de Mobutu, la dictature de Mobutu était consacrée sur les textes, dont notamment l'article 33 de la constitution d'MPR, qui disait l'MPR est la nation zaïroise politiquement organisée. Sa doctrine est le Mobutisme, la pensée, la parole et les actes de Mobutu. Et c'est comme ça que pendant ce temps, Mobutu pouvait tout faire sur qui il veut. Eh bien, c'était légal parce que c'est sa pensée, ses actes. Mobutu peut t'arracher ta femme, c'était légal parce que c'est sa pensée, ses actes. Donc, nous quittons de cette période-là. Aujourd'hui, nous avons une constitution démocratique. Et dans cette constitution, les aspirations de notre peuple ont été coulées par une volonté politique de Sainte City, des acteurs en présence. Et nous avons cette constitution aujourd'hui qui est la constitution qui collecte pratiquement l'aspiration de l'ensemble de notre peuple. Mais les problèmes aujourd'hui se posent à quel niveau? C'est au niveau de la mafia constitutionnelle instaurée par le régime actuel. C'est-à-dire, d'un côté, on a une Bible du pays, mais qu'on ne respecte pas les données. Par exemple, la Constitution parle de la protection de la vie humaine. Mais ici, on tue tous les jours. Vous avez suivi ce qui s'est passé il y a quelques jours à Mwanda. Mais enquête faisant, vous allez voir... Nous arriverons à l'actualité. Et à l'est du pays, vous avez la cacophonie toujours des gouverneurs. Monsieur Lengankoy. Le gouverneur a sa version, le porte-parole a un autre. Et puis M. Kabila lui passe tout à fait, je crois, tout à fait le contraire de deux. Je ne veux pas vous contredire. Nous arriverons à l'information. Seulement, je voulais comprendre que les téléspectateurs qui nous suivent aussi comprennent aussi. Vous parlez qu'il y a une mafia organisée, mais pourquoi ne prenez-vous pas en compte le progrès qui ont été aussi réalisés de notre côté, notamment l'organisation des élections. On a une organisation cyclique des élections, la construction de routes. Pourquoi ne prenez-vous pas en compte? Est-ce que vous n'êtes pas défaitiste à un certain moment ou bien animé de mauvaise volonté, vous ne voulez pas voir la réalité en face? Vous savez, dans la vie des hommes, on peut tromper une personne ou deux, mais on ne peut jamais tromper longtemps tout un peuple.
Il faut retenir ce que je viens de vous dire. Et la nuit peut être si longue, mais le jour finit toujours par apparaître. Vous me parlez de routes. De quelle route? Mais les routes d'autres on fait ici. Tu peux me donner devant notre peuple, cite-moi la route qui a été faite par le régime de Kabila. Et je vais vous dire la suite. Je pose des questions, je ne veux pas entrer dans votre débat. Le boulevard du 30 juin. Et bien ce boulevard, si vous ne le savez pas, le coût réel était de 5 à 10 millions de dollars. On a dépassé plus de 250 millions de dollars. Vous avez vu dans ce pays un audit à une entreprise, même les passeports que nous détenons aujourd'hui, il y a toujours des commissions dedans. Les réflexions, que ce soit des maisons d'État, que ce soit... Vous savez, les propriétaires de ces sociétés, eh bien, au moment venu, le peuple le connaîtra. Mais vous allez voir que quand vous dites qu'on a fait ceci, on a fait... Non, la politique de l'emballage, de la lampe torche, c'est pratiquement la politique des tombeaux. On croit mettre des marbres à l'extérieur pendant que l'intérieur est complètement pourri. Mais la politique de la lampe torche, c'est quoi? On croit donner la lumière au peuple, mais soi-même se trouve dans l'obscurité. C'est ça la politique de M. Kabila, en fait. Monsieur Lengankoy, on parlerait plus de l'actualité aujourd'hui. La grande actualité, ce sont l'organisation des élections. La CENI a donné le go, le train des élections est en marche. Que reprochez-vous au nouveau calendrier électoral? Nous reprochons tout. La même CENI, il y a à boire et à manger, tout nous les reprochons. D'abord les mensonges. C'est le même reproche que nous avons au régime de M. Kabila. C'est le même reproche et la CENI, c'est quoi? Mais la CENI, c'est la fièvre. Les microbes, c'est le régime. Mais tant que le microbe n'est pas radiqué, eh bien, la fièvre reviendra toujours. Mais nous faisons un effort pour que notre peuple comprenne que nous devons nous attaquer aux microbes. La CENI, en fait, nous lui reprochons tout. Manque de sincérité. La même CENI, il n'y a pas longtemps, ils ont donné des préalables. Ils ont dit qu'ils ont à peu près 23 soucis. Est-ce que vous avez fait la comptabilité avec eux? La même CENI, rien que pour l'organisation, le dépôt des candidatures, ils ont demandé au gouvernement de les donner 35 millions de dollars. Ça, ce que je vous parle là, il y a quelques semaines. Le gouvernement a donné 5 millions. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Des 35, le gouvernement a décaissé 5 millions. Vous êtes un journaliste professionnel, eh bien, allez vérifier ce que je vous donne comme les éléments. C'est-à-dire la CENI ne croit pas aux élections. Mais la CENI croit à la pensée, la parole et les actes de M. Kabila. C'est là où il y a la différence, en fait. Mais ils savent qu'ils ne veulent pas des élections. Ne faites-vous pas de l'amalgame, la CENI est une institution indépendante. Indépendante de qui? Et celui qui fait l'intérim de Maloma, elle est de quelle partie? Parce qu'elle est indépendante. Elle est de PPRD. Vous ne le savez pas? Mais il y a des représentativités. Il y a l'opposition au niveau de la CENI. Toute décision de la CENI est consensuelle. Il y a un problème. Mais pourquoi doutez-vous de vos propres membres de l'opposition qui sont dans la CENI? Vous savez, mes amis, on parle d'élections, tout ça, d'accord. Mais parlons aussi de l'état de santé du président de la CENI. C'est un dossier privé. On ne peut pas privilégier certaines choses parce qu'il y a des intérêts, mais il faut s'occuper aussi. Il faut que ce président soit à très bonne santé pour organiser le meilleur des élections. Mais quand on l'amène à colis prêt à porter pour déclarer ce qu'il a déclaré, et aussitôt déclaré, il est retourné, c'est qu'il y a des soucis. Non, alors pourquoi dans ce pays on fait tabou à tout? Monsieur Lengankoy, je vous en prie, la CENI est une institution, une personne malade ne peut pas bloquer la machine de la CENI. Ah si, parce que c'est la personne là qui est le président. C'est la personne là qui est le président. Il faut lire les statuts de la CENI. Vous allez voir le rôle que le président joue. Et aujourd'hui, le vice-président, il est du PPRD. Et ainsi de suite. Alors comment vous allez dire aujourd'hui que nous allons avoir des élections, une organisation électorale crédible, transparente et qui va refléter l'aspiration de notre peuple? Non. Mais nous, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'en fait, quels que soient les calculs que M. Kabila et les siens, nous allons les surprendre par l'éveil de conscience de notre peuple. Nous sommes confiants. De ce côté-là, on les attend sur le terrain. Et je crois qu'il vivra verra. Alors, notre problème, c'est quoi? C'est de tenir compte de certaines préalables. Quels sont les préalables de l'opposition? Nous avons soumis un cahier de charges. Dans une règle de jeu, il y a deux acteurs. D'un côté, il y a la mouvance kabiliste. De l'autre côté, il y a l'opposition démocratique.
Alors il faut que les deux trouvent comment essayer de baliser le chemin pour donner à notre peuple ce qu'ils inspirent de nous. Qu'est-ce que le peuple inspire? Que les choix qu'ils auront à faire reflètent les résultats de la publication des élections. Et que pour une fois, que le Congo connaisse des élections sans char de combat. Pour une fois, que le Congo connaisse des élections sans l'armée dans la rue. Mais que ce soit des élections dignes auxquelles M. Kabila manifestera la volonté aux Congolais de sortir et accueillir le président à 30. Les palais des membres, comme les palais de la nation, mais ce n'est pas une propriété de M. Kabila. Il est locataire de la nation. Ce sont des endroits appropriés, c'est les fonctions qu'il occupe, qui lui donnent droit à ces lieux. Mais ce n'est pas un fait privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un nouveau locataire. Et aujourd'hui, son contrat est déjà terminé. C'est déjà une inspiration. Cette période, il y a un préavis pour M. Kabila. Donc, lui a été donné par la Constitution de la République. Donc notamment, l'article 73 et 74 déterminent la durée de M. Kabila. S'il y a une organisation électorale, en fait, qui a son calendrier électoral déjà établi dans la Constitution, c'est les fonctions qu'il occupe. Donc, somme toute, en vous entendre parler, vous faites partie de ce processus qu'organise la CENI parce que vous voulez faire partir M. Kabila du pouvoir. Mais la question que je me pose aujourd'hui, quelle est la stratégie qu'adopte l'opposition, plus particulièrement le FONUS, votre parti, pour entamer cette nouvelle phase des élections? Parce que vous me posez la question des stratégies. Ce n'est pas à la place publique que je mettrai des stratégies. Au moment venu, je vous appellerai en premier pour vous montrer chaque stratégie, mais quand elle est déjà faite. Parce que d'aucuns disent que l'opposition a peur de se présenter aux élections. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'opposition qui a peur? L'incertitude, l'incapacité de se réunir, de trouver un leadership, de se réunir autour d'un vrai leader. Toutes ces choses-là posent problème au niveau de l'opposition aujourd'hui. Ils sont autour de quel leader? Oh non, mais... C'est la débandade, c'est la cacophonie. Aujourd'hui, c'est un bateau de Noah où tout le monde cherche à se sauver. Mais vous fouillez ma question. Vous attaquez l'opposition. Au niveau de l'opposition, il est vrai. Et ça, vous trouverez dans toutes les oppositions du monde. Il y a l'opposition de Kabila et l'opposition à Kabila. Ça, c'est vrai. Et là... Expliquez-vous, je ne vous comprends pas. Chers téléspectateurs, comprenez que nous sommes face à un chevronnet de la politique. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'opposition est en train de s'organiser. Qui est dans l'opposition aujourd'hui? C'est l'ensemble de notre peuple. Ce ne sont pas des individus, non! On ne peut pas tabler le combat sur un individu. C'est l'ensemble de notre peuple. C'est le peuple qu'on a promis le social. C'est le peuple qu'on a promis le social. C'est ce peuple-là qui on a promis que les médecins, nous allons augmenter les salaires jusqu'aujourd'hui. C'est ce peuple-là qu'on a dit aux magistrats qu'aujourd'hui, il faut commencer à toucher autant de milliers. Ils n'ont jamais vu. C'est ce peuple-là auquel on a dit aux étudiants, vous allez avoir la bourse d'études pour mieux vous préparer pour l'avenir du Congo. Ils n'ont jamais eu. C'est ce peuple qui sont des parents auxquels on a dit aux enfants que l'école primaire sera gratuite. Oh, ils n'ont jamais vu ça. C'est ce peuple auquel on a promis la paix, mais qui ne connaît que la désolation, des fausses communes et des troubles partout. Donc c'est à ce peuple-là qui va s'actionner, c'est ce peuple qui est dans une opposition face à M. Kabila et son groupe. Alors, tous les gens qui ont pris conscience de la famille Kabila, aujourd'hui, ils sont en train de sauter un à un pour venir dans la famille de la blanchisserie. C'est que là où ils considèrent comme étant une blanchisserie à l'opposition. Mais le peuple n'est pas naïf, ne t'en fais pas. Le peuple sait, au moment venu, comment il va sélectionner tous ces gens. Vous savez, mon ami, je l'ai toujours dit, on peut tromper une personne ou deux, mais on ne trompe jamais tout un peuple. Voilà la vision que j'ai, voilà les connaissances que j'ai, et du côté de la mouvance et du côté de l'opposition. Monsieur Lengakoy, vous avez dit beaucoup de choses. Chers téléspectateurs, comprenez que nous sommes face à un grand de ces pays en matière de politique, mais seulement il y a encore des zones d'ombre qui persistent. Vous disiez que l'opposition congolaise est une blanchisserie aujourd'hui, ce qui quitte le... Pour certains. Pour certains. Donc apparemment, dans vos dires, il y a certaines personnes qui sont à l'opposition. Mais ils continuent à venir tous les jours. Ils continuent à venir tous les jours. Pour la plupart, ils ont bénéficié du kabilisme de l'ongle au chevet.
Pour la plupart. Eh bien, nous, vous savez, nous... Non, apparemment, vous pointez du doigt à certaines personnes. Écoutez, nous, on a connu ça avec Mobutu, en fait. Hein. Avec le maréchal Mobutu, nous avons connu ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Ngozi Kalibon? Monsieur Lengako, Etienne Tshisekedi était un fervent soldat de Mobutu. Ça ne nous a pas empêché d'être de son école. Pardon? Etienne Tshisekedi, dont vous faites allusion aujourd'hui. Ah non, non. Tshisekedi, oui, mais c'est le symbole de la résistance. C'est une cathédrale de la résistance. Bien évidemment, il peut y avoir des opposants aujourd'hui qui hier... a introduit le mot démocratie dans ce pays. Et Olengako, comme son lieutenant, c'est l'homme qui a cimenté cela. C'est ce que je disais. Bien évidemment, il peut y avoir des gens qui étaient dans la majorité, changer, être aujourd'hui dans l'opposition. Chrétien ou païen? Moi, je suis chrétien. Je crois fermement à Dieu. Ok? Je crois à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la route auquel moi j'ai trouvé ma libération. C'est la personne par qui j'ai trouvé ma dignité. C'est Jésus-Christ. En politique, on parle de Lumumba. C'est un modèle. Je parle d'Etienne Tshisekedi. C'est un modèle. En Afrique, on parle de Mandela. C'est un modèle. Dites-moi, dans ce pays, vous trouvez qu'un homme politique est sans histoire. Vous allez aller dans son parti politique, être membre. Mais quelle est l'histoire de cette personne auquel vous soutenez? Il a fait quoi pour le Congo et pour l'avenir du Congo? Par son passé, il était dans quelle école? Aujourd'hui, dans ce pays, il y a à peu près 2-3 écoles. Il y a des écoles excellentes, il y a Kasavubu, il y a Lumumba, il y a Kasavubu et il y a Etienne Tshisekedi qui a introduit. Moi, je suis de l'école de Tshisekedi. Et j'ai l'aspiration de Lumumba aussi. Ok? Mais la plupart des hommes politiques qui sont ici, que ce soit Mouvance ou je ne sais où encore, ils sont de quelle école politique? C'est la plupart des personnes sans histoire. Mais qui viennent avec une opium pour endormir la population. Mais le moment venu, les Congolais vont les prouver leur supériorité d'intelligence auquel ils vont être dénichés un à un. Moi, je pense que le moment est venu auquel notre peuple n'a pas droit à l'erreur. Et que l'aspiration divine va aider à ce peuple de découvrir de vrais opposants et de faire le meilleur choix. Olengako, nous sommes face à un fait, les élections qui s'annoncent. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, il faut reconstruire le Congo. Avec qui et comment le faire? Oh mon Dieu! Mais heureusement que vous reconnaissez, il faut reconstruire le Congo qui n'a jamais été construit. Ça, c'est une belle phrase. Donc, c'est pour vous dire que le Congo, il faut le construire avec Etienne Tshisekedi suivi de Joseph Olengako. Moi, je crois, ce sont les deux personnalités qui ont taillé une histoire vraie. Une histoire auquel ils ont sacrifié toute leur vie pour l'intérêt de ce pays. Ils ont fait une marche vers la démocratie, auquel le peuple a trouvé la dignité. Mon ami, il y a quelque temps, quand je vois à la télé ceux qui parlent, je me dis gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie. Il y a des gens qui ont payé de leur, qui ont connu des tortures, qui ont connu l'humiliation, qui ont versé le sang dans ce pays. Il y a des martyrs vivants et morts. C'est au nom de ceux-là qu'aujourd'hui tout le monde parle de la démocratie. Est-ce que l'ancienneté, M. Lengako, est-ce que l'ancienneté dans une opposition vous donne la légitimité d'être candidat de l'opposition? Ce n'est pas un problème. Mais sur quoi basez-vous le fait de dire que l'opposition, l'avenir du pays doit être basé sur Tshisekedi? Mais écoute, moi je vous dis que l'avenir, il faut faire le choix à une personne qui connaît réellement le pays, qui connaît réellement l'opposition. Mais la preuve est là. Regarde ne fût-ce que la situation de notre pays aujourd'hui. On a quelle expertise? On tue les Congolais, personne ne parle. Les Congolais qui étaient le peuple fier hier. Vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose. Mobutu était tout, mais c'était un vrai président du pays. Il avait l'essence de l'honneur. Il a remonté la côte des Congolais. Les Congolais étaient respectés à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Regarde un peu ce qui vient de se passer en Afrique du Sud. Aucun mot. Non, on en parlera. On en parlera. C'est un sujet très important. Je l'ai prévu dans quelques rubriques de cette émission. Mais vous savez, Olengako, on peut aller d'une pensée où les hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Est-ce que l'opposition congolaise on peut espérer à une réunification? Mais l'opposition était réunie. Nous sommes unis comme partout. Dans cette opposition, je vous ai dit ici, il y a des catégories. Mais nous n'étant pas Dieu, on ne délivre pas de certificats d'opposants aux gens. Mais c'est le peuple qui va sélectionner chaque personne à quoi il est capable face à la réalité kabiliste. Vous serez vous aussi candidat à la présidence de la République? Au moment venu, je vous dirai
parce que je crois que c'est à Dieu qui appartient le maître du temps et des circonstances. On va nous ouvrir un autre chapitre qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. C'est cette histoire de la fosse commune qu'on a rencontrée ici à Kinshasa. D'après le gouvernement en place, c'est une tombe commune et non une fosse commune. Mais ce que je décèle dans le propos de vous, de l'opposition, de la récupération politique. Pourquoi? Tombe commune. Vous êtes africain, tu connais ici en Afrique un endroit où on fait une tombe commune. Ça existe ça? Pour des Africains ici, même pour les Européens. Et tombe commune. Tu connais dans la loi de ce pays, on enterre les gens à tombe commune à 2h, 3h du matin, dans la clandestinité. Ici en Afrique, tombe commune. Mais c'est tout ce qui est mal. On a tué mal, on enterre mal. Ces gens ont été tués par les régimes actuels. Et pour essayer de s'éloigner des yeux de tout le monde, eh bien, ils sont partis la nuit les enterrer. Comme ces gens sont forts, ils étaient injustement tués. Eh bien, c'est là que vous voyez que la puissance de plusieurs personnes. Ils ont tout fait pour qu'on découvre ce qui s'est passé. Et c'est dans cette découverte-là. On s'est rendu compte. On vous parle que non, il y a des enfants. Tu as déjà vu des enfants avec des jambes de plus ou moins 1 mètre. Les enfants, en République démocratique du Congo, vous savez, ça devient un pays phénoménal. Avec un gouvernement phénoménal. Théâtral. Ils vont aller dans les morgues pour essayer d'expliquer aux Congolais des faussetés, des mensonges. Vous savez, ce qui choque avec notre régime, c'est les mensonges. Ils ne savent pas dire la vérité à la population. Vous savez, mon ami, on peut commettre des erreurs, on est des humains. Mais on sait aussi demander pardon à son peuple. Ces régimes, quand ils parlent, s'il faut parler, c'est le mensonge. On nous tue un peu partout. Mais l'affaire des fausses communes, je peux vous le dire de manière claire, que parce qu'ils disent que non, il n'y a rien, mais qu'ils autorisent une enquête internationale, ça va mettre tout le monde en confusion et à paix. Pourquoi on ne l'autorise pas? Pourquoi on doit parler de la souveraineté quand il y a une enquête internationale, mais quand pour dire, bon, on est agressé par le Rwanda, l'Ouganda et Kosovo, à ce moment la souveraineté ne fonctionne plus, on appelle les Nations Unies, on prend ceci à témoin. Quand on doit construire des maisons pour la Cour suprême de justice, des maisons pour la Cour constitutionnelle, là il n'y a pas la souveraineté. Là il n'y a pas la souveraineté, avec l'argent de l'Union européenne. Mais quand on est de l'armée, qui sont des domaines de la souveraineté d'un État, les élections, une bonne partie du budget viendra de l'extérieur. Ça, ce sont des domaines de souveraineté d'un État. Mais là, c'est bon. Mais quand on veut savoir le droit de l'homme, qui est universel, on demande, bon, vous avez tué, nous devons voir, ok, les Belges, ils vous disent, bon, on vous donne autant de millions, nous voudrions pour faciliter les enquêtes. Vous dites non, on n'a pas besoin de Belges avec autant de millions, le gouvernement a suffisamment d'argent. Parce que vous avez suffisamment d'argent. Pourquoi vous ne les avez pas enterrés dans les cercueils? Monsieur Lengankoy, je voulais revenir à un sujet très important. J'ai l'impression que vous avez échappé à ma question. Je me dis seulement que pourquoi j'ai l'impression, on a tous l'impression que l'opposition congolaise, c'est comme si on vous a mis un peu d'eau dans la bouche et vous voulez en faire une récupération politique. Le gouvernement a fini la guerre à l'est du pays. À un certain moment, on n'a pas vu M. Lengankoy à la télé parler au sang. Et aujourd'hui, quand il y a cette tombe commune, on vous sent au four et au moule. La guerre à l'est du pays. Mais vous savez, il y a des choses qu'il faut dire dans votre profession journalistique en tant que professionnel, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais oser dire. Parce que je dois vous le dire, quand est-ce que le gouvernement a fini la guerre? Et face à qui? À l'est du pays, on n'a jamais connu la paix. Il n'y a que des tueries, midi, matin, soir. Y compris quand M. Kabila était à Beni. On a tué à 17 km, à 17 mètres de là où il habitait. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et ce qui m'a étonné, c'est de voir le président de la République devant les 2 chambres réunies du Parlement et du Sénat demander à la population de se regrouper vers des centres urbains pour leur protection. Mais comment un président de la République peut demander ça? Mais c'est grave. Ça ne se demande pas parce que le rôle de l'État est de protéger tout citoyen là où il se trouve sur le sol congolais. Et maintenant qu'on les demande de quitter pour qu'ils laissent ces endroits-là à qui?
J'ai suivi le président de la République faire un appel à la MONUSCO d'utiliser tous les moyens pour protéger la population civile. C'est parce que la MONUSCO nous a rendu beaucoup de services. Mais le même gouvernement dernièrement, ils ont dit on peut fonctionner sans MONUSCO. Maintenant nous en sommes où? Les bilans des FDLR, nous en sommes où? On tourne en rond. Il y a un problème dans ce pays. Je peux vous le dire encore une fois, il y a un problème, mais les Congolais vont résoudre bientôt ces problèmes. La capacité de l'opposition à ne critiquer que ce que fait le gouvernement, ce qu'on décrit de vous, c'est qu'il n'y a pas d'autre proposition. Il n'y a jamais eu une idée de l'opposition allant dans un sens à construire avec ceux qui sont au pouvoir. Non, non, on ne construit pas avec ceux qui sont au pouvoir. Depuis qu'est-ce que tu as trouvé une cohabitation entre le jour et la nuit? Il ne faut pas rêver. Moi, je pense qu'il y a un problème. Pour construire, je peux vous donner plusieurs exemples. Il faut que vous ayez la même vision. Il faut que vous ayez le même attendement. Il faut en avoir le même amour à ce peuple ici et à ce pays. Dans les cas contraires, il y aura l'un qui va bouffer l'autre. Mais ce que je dois vous dire, l'opposition a une vision. Il a un programme. Il a une vision. Vous avez le temps, moi je vous donnerai tous ces programmes-là. Vous n'avez pas le temps, eh bien je prendrai rendez-vous à la fois prochaine. Mais M. Lengankoy, aujourd'hui les doutes persistent sur la capacité de l'homme politique congolaise à réunir le peuple autour de la paix, de la sécurité. Mais nous allons réunir, ça ce sont des valeurs auxquelles on a le devoir de le faire. Ça je suis d'accord avec vous. Mais vous allez réunir autour de la paix, autour de toutes ces valeurs-là. Car celui qui a la charge de l'État, lui-même facilite ça, occasionne ça. Par exemple, les tueries, ce qui s'est passé à Mwanda dernièrement, il y a 2 jours. On a tué plus de 5 personnes. Quel est le résultat de l'enquête? Depuis qu'est-ce que vous avez vu les tueries ici, où il y a eu des problèmes, on vous montre les auteurs, et que l'enquête a été établie, voilà les condamnés. Il n'y a jamais eu. Alors, quand vous voyez que la personne ayant la charge de l'État a une complicité tacite, alors qu'est-ce que vous allez faire? En tant qu'opposant, vous allez faire quoi? Parce qu'un opposant n'a pas une parcelle de pouvoir, ni sur la force publique, ni sur l'argent, ni sur quoi que ce soit. Un opposant n'a que sa parole et son peuple. On ouvre notre dossier de notre entretien, c'est le découpage territorial. Si on part d'un principe que le Congo a eu besoin d'un État fort pour se constituer, il a besoin d'un État décentralisé pour ne pas se défaire. Est-ce que vous partagez aujourd'hui cette pensée? Mais qu'est-ce que le découpage a à avoir pour avoir un État fort? Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse la part des choses. L'esprit de découpage à soi n'est pas mauvaise. Mais quand on utilise la politique selon le besoin, c'est comme je vous ai dit, je vais vous le démontrer tout à l'heure. La loi fondamentale a démontré que pour donner l'exercice de la démocratie aux acteurs politiques et congolais et faire faciliter les jeux des alliances, qui est même le pic même de la démocratie, ils ont préconisé à ce que les élections soient de 2 tours. Les inspirateurs contre les intérêts du peuple ont trouvé que non, les 2 tours vont défavoriser le président Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé 2 tours, ils ont mis un seul tour. Parce que ces gens ont pensé que, eh bien, il faut favoriser les débats télévisés qui devraient être entre les 2 candidats, le président sortant et celui à 30. On n'a jamais fait ça dans ce pays. On n'a jamais vécu. Parce que c'est le président Kabila. Les élections qu'on devrait commencer avec les primaires, ça veut dire quoi? Local, municipal, etc. Depuis notre venue de Seine-City. On ne l'a pas fait parce que sinon, ça risque de poser préjudice à président Kabila. Il faut commencer par les élections présidentielles. Ils ont raversé. Aujourd'hui, ils ont vu que maintenant, les taux se resserrent. Ils ont dit que le moment a changé, il faut maintenant renverser à nouveau. On commence par les élections locales. Ça veut dire quoi? Kabila était un problème pour le pays. Les découpages territoriaux, qu'est-ce que ça a à voir? Les découpages territoriaux, c'est là où j'ai atterri. Depuis tout ce temps, on n'en parlait pas. Et maintenant qu'on trouve qu'il y a des gouverneurs qui sont peut-être à balance, qui veulent entre le chaud et le froid, eh bien, ils ne sont plus dans la discipline, d'alléluia, amen. Mais eh bien, il faut accélérer. La constitution de 2000. Donc,
La Constitution de 2005 prévoyait un découpage territorial et une décentralisation. Même la conférence. Mais le problème est que pendant tout ce temps, Joseph Kabila, ça fait bientôt 15 ans qu'il est au pouvoir, ça a été prévu. Même la gratuité de l'école primaire, c'est prévu dans la Constitution. Pendant tout ce temps, il attendait quoi? Et pourquoi on doit le faire aujourd'hui? Or que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que le pays n'a pas d'argent, d'après ce qu'ils disent. Bien sûr, nous voyons les immeubles qui partent de haut rapidement, mais quand on demande qui sont derrière, nous en connaissons les noms. Mais le problème est, mais on a l'argent pour construire des immeubles. Mais on n'a pas l'argent pour organiser les élections et préserver la fierté nationale du pays. C'est là où ça pose un problème en fait. Vous voyez? Mais l'affaire de découpage, c'est même parmi les résolutions de la conférence nationale souveraine. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on les utilise abusivement pour des faits privés, pour des intérêts partisans. C'est là où les bas blessent. Mais que préconisez-vous aujourd'hui? Qu'on arrête les découpages? Écoute, je n'ai pas la totalité de l'expertise à la matière. Parce que c'est quand même des décisions d'État et je pense qu'il faut mieux réfléchir sur la question avant de proposer à la population. On aurait dû expérimenter cela depuis il y a 10 ans. Aujourd'hui, on serait dans la correction des erreurs commises pendant ce temps. Aujourd'hui, qu'on est vers la sortie de M. Kabila, on nous demande maintenant de faire ça. Personne ne connaît. Le vrai problème, c'est quoi? Ça risque d'augmenter une complication électorale terrible. Parce qu'à découpant, on doit revoir sur le plan statistique le nombre de députés. Et comment ça va se faire dans les temps? Et c'est là où ça pose problème maintenant. Parce que nous quittons de 11 à 26 provinces. Et même sur le plan administratif, c'est un coût terrible. Mais on n'a pas encore l'argent pour l'organisation des élections. C'est là où ça pose un problème. Et c'est là que l'opposition a demandé. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de soucis pour la CENI. Parce que nous connaissons les difficultés que l'argent du Congo ne parte pas aux Congolais. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? On organise des élections législatives et présidentielles couplées. Et le président élu va voir comment il va jeter les jalons des élections municipales, locales et provinciales. Voilà là. Et comme les provinciales posent problème, ok? Eh bien, nous voudrions avoir un document sacré auquel par une entente politique, nous nous concertons pour dire que voilà, pour l'instant, nous allons faire les élections locales et nous attendons le présidentiel. Et le président élu avec son gouvernement va préparer en 2017 d'autres élections. Voilà notre problème. C'est par rapport au rapport que le gouvernement donne. Je vous ai dit tout à l'heure, la CENI aurait demandé 35 millions pour organiser juste le dépôt des candidatures. Ce qui est versé officiellement, c'est 5 millions. Olingakoy, le temps nous est imparti. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Mais je vais prendre un tout dernier dossier, pas le moindre, qui est tellement intéressant. Récemment, la CENI, le Sénat, pardonnez-moi, a voté, a adopté le texte de loi sur les statuts des anciens chefs d'État en République démocratique du Congo. Pensez-vous aujourd'hui que cette idée vient à point nommé? Ah, mais vous savez, le problème dans nos pays ici, on adopte des lois, mais il faut les respecter. Je viens de vous démontrer ici, on a une constitution qui est fondamentalement démocratique. Mais cette loi aiderait les chefs de l'État à être sécurisés politiquement, socialement, même après son mandat. C'est une bonne chose, ça peut garantir une sortie équitable et respectueuse à chaque chef d'État. Garantir une sortie, c'est quand on est au pouvoir, il faut se comporter dignement avec son peuple. Ça, c'est la meilleure garantie, mon ami. Ce ne sont pas les textes. On peut voter un texte à midi, le soir, on le change, selon la dynamique appropriée pour changer les choses et les lois du pays. La meilleure façon qu'un acteur politique peut se sécuriser, c'est de ne pas tuer les gens quand vous êtes au pouvoir. C'est de ne pas opprimer son peuple et de se faire ami de son pays. Et de considérer les acteurs politiques comme vous-même. À ne pas les opprimer, à ne pas les humilier. Ça, c'est la meilleure garantie. Et ça donnera une grande leçon. Et ça va partir du pouvoir à temps. Ça a créé la fusion du sang. Et je crois que ça, ce sont des méthodes, en fait, qui donnent la garantie à l'opérateur politique. Mais croyez-moi, quand vous avez tué, quand vous avez commis des bêtises, quand vous avez humilié l'ensemble du peuple,
croyez-moi, quel que soit là où vous serez, ça te poursuivra. Regardez un peu le cas de Sénabré. Le président Sénabré qui est aujourd'hui au Sénégal. Mais c'est toute la communauté internationale qui se mobilise. Mais lis un peu la loi du Tchad à cette période-là. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est de dire au chef d'État d'avoir un bon comportement quand on est dans l'exercice de son pouvoir. Et de savoir qu'on parle au nom d'un peuple et savoir écouter ce peuple-là. Être sensible aux problèmes du pays et aux problèmes de son peuple. Essayez de négocier avec les autres. Même ceux que vous croyez qui n'ont pas beaucoup d'argent comme toi, même ceux que vous croyez qui n'ont pas la richesse de pouvoir que vous détenez, même ceux que vous croyez que sont vos ennemis. Essayez de transformer un ennemi à un adversaire. C'est ça les fonctions. Les fonctions des chefs d'État, il est le garant à la fois des mauvais et des bons, des pauvres et des riches. C'est ça le principe. C'est comme ça que dans l'exercice de ces fonctions, il y a des choses qui sont interdites, dont notamment exercer des activités commerciales. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez plus défendre les intérêts de votre peuple. Parce que vous devenez vous-même. Olengakoy, le peuple vous regarde, vous dirigeants politiques aujourd'hui. Notre mission, c'est le Congo d'abord. Moi, je me pose une question aujourd'hui autour de quel message politique, culturel et social aimeriez-vous que le peuple congolais s'accroche à vous? Vous savez, moi, c'est simple. Ma vision n'est pas sur autre chose. Ma vision est d'abord la restauration de la dignité des Congolais. Vous savez, chaque peuple, pour être considéré dans d'autres cieux, vous devez trouver d'abord votre propre dignité. C'est de donner les identités aux Congolais. On ne sait pas défendre un peuple sans identité. Les Congolais aujourd'hui n'ont pas d'identité. C'est un peuple sans identité. Et que la carte d'électeur n'est pas une identité citoyenne. C'est une identité politique. Tu peux prendre des étrangers pour voter et repartir avec ça. La deuxième des choses, c'est de lutter contre la faim. Je ne donnerai pas de boulevard aux Congolais, mais je vais leur donner ce que je pense, c'est de lutter contre la faim. Les donner à manger et restaurer l'autorité des parents dans les familles, qui est la première autorité primaire pour l'éducation de l'avenir d'un pays. Et aujourd'hui, essayer de bannir ce qui se passe, la démagogie sociale qui est dans notre pays. Essayez de faire de la sorte que le produit interne soit valorisé. Quand vous rentrez dans les alimentations, nous avons seulement 2%. 2% et 98% sont des produits d'importation. Et restaurer à ce que les Congolais fassent confiance à eux-mêmes. Dieu nous a donné un pays très grand qui a de l'eau et nous avons de la terre très fertile. Moi, c'est là que je vais attamer mon programme et c'est ça le rêve que j'ai pour le bien des Congolais. Que quand un parent sort de chez lui, il va au travail, il n'a raison de ne pas aller manger des enfants parce que c'est résolu. Voilà, quand un peuple a à manger et il mange à sa faim, c'est là que vous pouvez lui dire, ça semble que nous allons construire notre pays. Mais quand le peuple est dans la faim, dans l'humiliation, il est impossible de maîtriser même l'éducation de votre propre famille. Voilà, là, les valeurs auxquelles j'appelle aux Congolais pour le rendez-vous de réalisation de ces rêves-là. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le corps d'émission, et ce n'est pas la dernière, Olengakoy peut revenir quand il veut sur cette plateau. Moi je vous dis au revoir, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo.